messieurs, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 14 février au sommaire de ce soir. Rose, rouge, bouquets locaux et déclarations en préparation. Au marché de Papeete, la Saint-Valentin a animé les étals dès les premières heures. Au fil des ans, une fête qui ne se fane pas. Unanimité à l'Assemblée nationale, la réforme de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires a franchi une étape décisive. Un tournant pour la reconnaissance, mais le parcours législatif se poursuit. Nous en discuterons plus en détail avec la députée Meriana Redarbelo, notre invitée de ce soir. Et en fin d'édition, ne manquez pas les préparatifs du Nouvel An chinois au temple Kanti. Bal traditionnel, lanternes et célébrations sous le signe du cheval de feu. Nous rejoindrons notre journaliste Nicolas Pérez sur place. Mais tout d'abord, cette nouvelle saisie d'ampleur dans les eaux polynésiennes. Plus de 2,4 tonnes de cocaïne ont été interceptées jeudi en haute mer par la Marine nationale, appuyée par un avion de surveillance. La cargaison, qui n'était pas destinée à la Polynésie française, a été détruite. Depuis le début de l'année, les saisies en mer atteignent désormais 11,5 tonnes, auxquelles s'ajoutent 473 kilos interceptés au port autonome de Papeete. Et après cette opération d'ampleur en mer, place à une actualité beaucoup plus légère. La Saint-Valentin a animé les allées du marché de Papeete, ornées de décorations et de fleurs. Une occasion de célébrer l'être aimé, mais aussi ses proches. Jeanne Tidoroa et Tauhiti Toniomusan sont allés à la rencontre des amoureux de la capitale. De quoi montrer l'exemple à certains. C'est un récit de Nicolas Pérez. Il y a des signes qui ne trompent pas pour annoncer le jour de l'amour. Et le marché de Papeete l'a bien compris. La Saint-Valentin est une journée importante pour les amoureux, mais elle est aussi l'occasion de déclarer son affection aux femmes de sa vie. Il y a une, c'est pour ma maman et une, c'est pour ma copine. Faut jamais oublier c'est qui la première femme de sa vie, la première amour de sa vie, c'est sa mère. Faut surtout pas oublier les gars. C'est important ça. On n'a qu'une seule mère et on n'a qu'une seule vie. Pour d'autres, ce jour est l'occasion de fêter l'amitié. On peut aussi fêter juste avec nos amis parce que ça fait plaisir de donner un peu d'amour même si on n'est pas forcément en couple. Ça me fait plaisir aussi d'offrir des roses à mes amis. C'est important pour toi alors l'amitié? Oui, l'amitié c'est très important. Entre l'amour et l'amitié, je choisis toujours l'amitié. Côté fleuriste, la rose est incontournable. Mais les fleurs locales ont aussi leurs atouts. Une rose à 1000 francs, un bouquet, 7 sortes de fleurs dedans, 8 sortes de fleurs. Il voit que c'est mieux de prendre le paquet qu'une rose. Une paquet, c'est 2000. Preuve en est qu'une partie de la population est attachée à ce jour symbolique de la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme, même si l'amour et la tendresse doivent aussi s'exprimer les 364 autres jours de l'année. Et l'amour, c'est aussi une question de responsabilité. À l'Université de Polynésie française, la journée d'hier avait pris une dimension résolument préventive. Stand d'information, dépistage rapide et distribution gratuite de préservatifs. Un message simple, la protection est un acte de respect. Sophie Guébel s'est rendue sur place. Installés dans les couloirs de l'université, des professionnels de la santé ont pris place le temps d'une matinée. Une matinée de prévention et de dépistage du VIH, car depuis le début de l'année, 6 nouveaux cas ont été recensés en Polynésie. Une tendance à la hausse qui inquiète les autorités sanitaires. On a des très jeunes comme des plus âgés. On a vraiment de tout, hommes, femmes, hétérosexuels ou homosexuels. Donc c'est pour ça que, alors oui, la tranche d'âge des étudiants est intéressante parce que c'est des jeunes adultes. C'est là où il faut aller faire de la prévention à fond. Mais ça concerne vraiment tout le monde. À quelques mètres, des étudiants s'arrêtent, curieux, parfois hésitants. Beaucoup saluent l'initiative. Si vous êtes actif sexuellement, si on a plusieurs partenaires. Voilà. Non, pas que. Je trouve ça intéressant et important de se renseigner, surtout que maintenant, cette génération-là, c'est vrai qu'on est très à l'aise sexuellement, on va dire. Et c'est pour ça que je trouve ça important et c'est pour notre santé et pour la santé des autres aussi. Ça sert très bien parce que ça informe beaucoup les jeunes générations et vu qu'on en fait partie. Et en soi, vu que c'est un lieu de rencontre entre beaucoup de jeunes,
C'est très important de s'informer par rapport au VIH et aux autres IST. Juste derrière cette porte, chacun peut aussi passer un test de dépistage. Un test rapide et anonyme, l'occasion aussi d'échanger avec un professionnel de la santé. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels sans protection ou des contacts sexuels? Oui, j'ai toujours fait attention quand même. À part quand j'étais avec un partenaire avec qui j'étais depuis longtemps. Mais sinon, si c'est occasionnel, je fais très attention. Il y a beaucoup de risques, c'est pour ça que je fais quand même attention des partenaires et de savoir quand est-ce qu'il faut poser ses limites pour les rapports protégés ou non. Au-delà des tests, cette journée passe aussi par de la pédagogie et des distributions gratuites de préservatifs, mais certains freins subsistent. Il y a encore beaucoup d'autres qui en honte ou par méconnaissance n'osent pas poser de questions ou tout simplement n'osent pas se faire dépister. Sans jeter l'opprobre aux religions, il y a encore cette omniprésence des religions qui font qu'on n'en parle pas, il y a une omerta et justement ça dessert la cause de la prévention. Mais les autorités sanitaires ne baissent pas les bras. Elles seront à nouveau présentes dans les couloirs de l'université le 7 avril prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Plus de 200 personnes sont atteintes du VIH, un chiffre à la hausse chaque année. C'était il y a plusieurs années la pose de la première pierre du lycée Samuel Raapoto. Jeudi, l'enseignement protestant a commémoré l'anniversaire. Depuis, le lycée revendique l'expérience, au point qu'aujourd'hui, ce lycée très demandé doit établir des listes d'attente. On écoute Daniel Pogna, ancien président du conseil d'administration de l'enseignement protestant, interrogé par Sam Teinaure. Nous avons voulu construire ce lycée ici qui doit être un lycée de référence. Pas pour former les élites, mais pour former des gens. L'excellence, c'est ça que nous avions évoqué à l'époque, mais former des responsables de demain, responsables de l'Église, responsables puisque nous sommes de l'enseignement protestant, responsables également dans la vie politique, dans la vie de tous les jours. C'est ça que nous avions voulu faire à l'époque. Autre page importante de l'histoire polynésienne, la proposition de loi sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires a été adoptée fin janvier à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Un vote qualifié d'historique avec la fin du seuil d'1 millisievert et la reconnaissance d'une présomption d'exposition. Mais le texte doit encore franchir l'étape du Sénat. Pour en parler en détail avant son départ demain dans l'Hexagone, nous recevons la députée Meriana Redarbelo. Meriana Yorana. Bonsoir Mika, bonsoir à tous et bonne fête de l'amitié et de l'amour. Alors Meriana, après des décennies de contestation autour de la loi Morin et des difficultés rencontrées par les victimes pour se faire reconnaître leurs droits, votre texte a été adopté à l'unanimité. Qu'avez-vous ressenti à ce moment ? Écoutez, beaucoup d'émotions et surtout j'ai eu une pensée pour toutes les personnes qui sont parties dans l'espoir de voir un tel texte adopté. Donc j'ai pensé à elles surtout. Alors on parle d'un tournant historique pour la Polynésie, est-ce que vous qualifierez de la même chose ? Oui, je dirais historique parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé donc à militer, c'est pas le mot, mais en fait à vouloir créer une commission d'enquête, les esprits, les personnes que j'ai pu rencontrer ne voyaient pas du tout la commission d'enquête finir par une telle proposition, et en plus de surcroît adoptée à l'unanimité. Oui. Alors, on le rappelle, le dispositif actuel issu de la loi Morin reposait sur un seuil d'exposition d'1 millisievert. Pourquoi ce seuil était-il devenu problématique ou même inadapté ou injuste ? Alors, la loi Morin actuelle est surtout basée sur un principe de causalité, c'est-à-dire de dire que la maladie est due ou pas aux essais nucléaires. Et donc, lors de la commission d'enquête, il a été donc démontré que c'était pas possible de démontrer que les essais nucléaires étaient la cause de la maladie ou pas la cause. Et ce seuil du millisievert venait aussi en plus confirmer la non-nécessité de ce seuil puisqu'il n'avait pas de véritable assise scientifique, c'était juste un seuil de gestion. Et donc voilà. En supprimant ce seuil, est-ce que vous considérez que l'on sort enfin d'une logique de suspicion vers les victimes ? Alors suspicion, je dirais pas ça, mais en tout cas, la proposition, le texte que je propose permet aux victimes, aux malades en tout cas, d'être reconnus à partir du moment où ils vérifient les 3 critères de date, de lieu et de survenue de la maladie.
Alors comment cela va-t-il simplifier les démarches? Est-ce que cela veut dire que les charges de la preuve ne reposent plus du tout sur les victimes? Disons que la preuve sera le fait d'avoir été au mauvais moment, au mauvais endroit, et puis que cette exposition en fait, au rayonnement ionisant ait entraîné la survenue d'une maladie. Il suffit d'avoir les 3 critères pour être reconnu d'abord victime et ensuite indemnisé. Alors, lors des débats à l'Assemblée, certains députés ont soulevé un point, celui de la question des courts séjours pendant les essais atmosphériques, notamment pour les touristes. Est-ce qu'ils pourraient eux aussi bénéficier? Alors, toute personne qui a vécu ou séjourné en Polynésie française entre 1966 et 1974, avec une considération pour les personnes nées en 75, puisqu'elles étaient in utero en 74, pourra demander, en tout cas, déposer un dossier. Ça, c'est certain. Alors, on s'est basé sur une présomption d'exposition, et le touriste a lui aussi été exposé s'il est passé au mauvais moment, et il n'a pas été prévenu des risques. Donc, dans le même sens, pour moi, il m'apparaît juste et normal que même une personne qui a séjourné en court séjour soit indemnisée aussi. Alors, est-ce que le texte doit maintenant être examiné par le Sénat? Redoutez-vous des amendements qui pourraient venir sur certains équilibres du texte? Écoutez, on verra bien. De toute façon, nos amis sénateurs vont faire un travail minutieux sur le texte. Et ils peuvent aussi se baser sur le rapport de la commission d'enquête. Et on verra bien s'ils font des amendements. Alors aujourd'hui, on parle d'environ 15 000 personnes potentiellement concernées. L'État est-il prêt à assumer financièrement cette reconnaissance? Alors, dans le texte, on a prévu une commission d'évaluation des dépenses pour être le plus juste et le plus transparent possible. Et on prévoit aussi, par cette commission, d'établir des modalités de remboursement. Parce que ce texte repose sur 2 jambes. La première, c'est celle de l'indemnisation individuelle. Et à chaque reconnaissance et indemnisation individuelle viendra le remboursement de la caisse d'assurance maladie qui a pris en charge les soins de la personne reconnue victime. Donc ça ne se fera pas d'un coup, ça se fera alors, au coup par coup ou en tout cas à chaque reconnaissance. Et il s'avère que la plupart des personnes atteintes enfin en tout cas exposées au rayonnement ionisant des essais nucléaires français sont des Polynésiens ou des habitants de Polynésie. Alors, autre sujet, vous avez déposé il y a quelques jours une proposition de loi visant à permettre aux ressortissants ultramarins d'obtenir une carte vitale lors de leur séjour en France hexagonale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème précisément pour qu'un Polynésien affilié à la CPS lorsqu'il doit se faire soigner en métropole? Alors écoutez, il a fallu faire un travail en tout cas de recherche dans la loi pour savoir où est-ce que ça coinçait, parce que les étudiants, les évassanés ont beaucoup de mal à avoir une carte vitale rapidement. Certains étudiants, c'est plusieurs mois d'attente, voire même 1 an. Et ce n'est pas possible, en fait, dans ces situations, que les gens avancent tous les frais donc, quand ils sont en métropole. Et il y a eu un travail de fait sur les textes de loi, et on a trouvé là où ça coinçait, c'était finalement pas grand-chose, c'était sur la loi de liberté informatique qui n'avait pas été étendue à la Polynésie française. Donc maintenant, c'est un travail qui a été fait aussi avec la Sécu et avec la CPS. Hein. Ce n'est pas un texte que j'ai sorti toute seule de l'Assemblée nationale. On a consulté quand même les principaux acteurs. Et si cette carte vitale universelle était mise en place, qui en supporterait les coûts? Alors, il n'y a pas de coût. En fait, c'est pour faire correspondre les systèmes informatiques entre la CPS et la CPAM. Ensuite, quand la personne aura sa carte vitale, ça facilitera son accès aux soins. Mais ce sera toujours la CPS qui remboursera la Sécu, comme ça se fait dans l'autre sens quand des ressortissants de la sécurité sociale sont ici. Merci beaucoup, Myriane Arède-Arbelot, d'avoir accepté notre invitation. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux. Il tourne dans les quartiers de la capitale depuis de nombreuses semaines, mais ce n'est que ce matin qu'il a officiellement présenté ses colistiers et son projet pour Papeete. Rémi Briand, tête de liste de Papeete Namuaroa, assume le bilan du maire sortant dont il a le soutien. Mais il veut aussi incarner un nouveau souffle. C'est un sujet de Yann Roy sur des images de Matei Hourey.
C'est fait. Rémi Briand s'est officiellement lancé dans la conquête de Papeete. Sous le phare époté de la mairie, il a longuement présenté un à un ses colistiers. Des personnes issues de tous les horizons, assure-t-il. Parmi eux, sans surprise, Michel Buyard, le maire sortant. C'est important qu'il y ait ce passage de relais. On voit bien, c'est un peu le message entre Tavana et moi, il y a un vrai passage de relais. Donc Tavana est toujours dans l'équipe, donc il apporte son expérience. Moi j'en ai aussi, il y en a d'autres qui ont beaucoup d'expérience et puis il y a du nouveau. Pour la tête de liste de Papeete Namuaroa, l'aventure des municipales est un exercice d'équilibre. Celui qui a œuvré durant près de 40 ans à la mairie doit à la fois assumer le bilan du maire sortant et incarner un nouvel élan. La ville ne doit pas se contenter d'être bien gérée. Maintenant, il faut avoir des projets, il faut aller au contact de l'habitant, voir ce qu'il ressent vraiment et quelles en sont les demandes. En fait, moi, je me suis aperçu, j'ai tourné pratiquement dans tous les quartiers, qu'ils demandent à ce que la ville fonctionne mieux. Donc, de la propreté, un peu plus, effectivement, de l'entretien, de la sécurité. Enfin, il faut que ça fonctionne, de l'éclairage public là où il faut, et un peu plus, effectivement, de moyens... de solidarité vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des handicapés, des personnes qui souffrent dans leur corps, et vis-à-vis aussi des sans-abri. Éviter les promesses intenables, proposer du concret. Plus de transports en commun, plus de déplacements piétons, du confort thermique avec un projet de plantation de 1000 arbres. La liste portée par Rémi Briand sait que la bataille des municipales s'annonce rude. Mais il compte passer au premier tour. Et il l'assure, être maire serait sa seule occupation. Pas question pour lui de briguer d'autres responsabilités politiques. Papeete Namuaroa, ça veut dire Papeete d'abord et puis nous après. Et à Papara, une candidature de retour. Béatrice Legaïc se lance une nouvelle fois dans la course à la mairie, cette fois sous les couleurs du Tabini Huratira. Elle évoque une qualité de vie en recul et appelle à un nouveau souffle pour la commune. Au programme soutien aux jeunes, réhabilitation des plateaux sportifs et renaissance de la radio Papara pour retisser le lien avec la population. Les détails avec Laure Philibert sur les images de Mataï Horeille. Elle écume les quartiers de Papara avec son équipe. Béatrice Legaïc recueille les impressions des administrés. Conseillère municipale depuis 2015, elle compte bien reprendre les rênes de la commune et la restructurer. À ses côtés, une équipe déterminée et engagée, nostalgique d'une époque révolue. J'ai vu comment notre commune s'est dégradée. C'est peut-être un mot fort, mais juste et vrai. Je voudrais ramener tout le monde en arrière, les années où il faisait bon vivre dans la commune de Papara, où les jeunes avaient des plateaux sportifs, on avait des salles, il y avait des équipes de football, de volleyball, de basket. Aujourd'hui, tout ça a disparu. La candidate et ses colistiers, 18 femmes et 17 hommes, ont analysé les comptes de Papara et ils réfléchissent déjà à des investissements s'ils remportent le scrutin. Il suffit d'avoir une équipe compétente qui peuvent se projeter, qui peuvent réfléchir à des projets. Il suffit aussi d'avoir un bureau d'études, c'est ce qui manque dans la commune pour pouvoir réaliser des projets que le conseil municipal souhaiterait mettre en place. La liste a prévu un calendrier de réunions publiques dans les points stratégiques de la commune pour écouter la population et faire connaître son programme. C'est la fin de cette page municipale, une campagne que nous continuerons bien sûr à suivre jusqu'au scrutin. Direction à présent le temple Kanti où ce matin les yeux des nouveaux lions ont été ouverts. Ce soir, la communauté chinoise se réunit pour le traditionnel bal du Nouvel An. Une soirée qui marque la fin du cycle du serpent et l'ouverture de l'année 2026, placée sous le signe du cheval de feu. Un moment fort entre rites et célébrations où les familles se retrouvent pour tourner la page de l'année écoulée et accueillir celle qui commence. Notre journaliste Nicolas Pérez est sur place. Bonsoir Nicolas, quelle est l'ambiance ce soir au temple Kanti? Yalanamika, écoute, l'ambiance est encore un peu timide à l'instant parce que les premiers convives commencent à arriver, mais on ne doute pas que ça risque de monter en puissance puisque 624 exactement invités sont attendus ce soir pour débuter en gros les festivités, le bal du jour de l'an.
entame, en fait, on va dire, officieusement les festivités du jour de l'an, en attendant le fameux 17 février pour célébrer le jour de l'an chinois. Pour ces festivités, en fait, nous avons ce soir une invitée de prestige, puisqu'il s'agit d'Aline Flore, la présidente de l'association Sinitang. Je t'en prie, Aline, viens t'installer. Aline, ces festivités, ce bal, en tout cas, en fait, c'est important pour déjà se retrouver chaque année entre passionnés de cette culture Hakka et surtout originaires de cette culture Hakka. Oui, c'est très important pour nous, de la communauté chinoise, mais pas seulement de la communauté chinoise, mais de tout l'ensemble des Polynésiens. Donc c'est un rassemblement, comme on peut dire. Bon, alors le 17, ce jour de l'an va débuter, mais des festivités vont aussi arriver comme chaque année. La journée des festivités qui se passera également sur le temple Khanty. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, ce sera exactement, je crois, le 22, cette journée La journée culturelle se passera le 22 février, ici, dans les jardins du temple Khanty. Donc cette journée très attendue d'ailleurs de toute la population, puisqu'il y a énormément de, comment on appelle ça, d'animations. Donc, mais le côté ventre n'est pas oublié quand même. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de stands en fait, de plein de bonnes choses. Le 28, ce sera le défilé des lanternes. Ça aussi, c'est un moment attendu par toute la population. Oui, et puis les défilés des lanternes va clôturer justement la semaine, les 15 jours des festivités. Voilà. Alors, on en discutait tout à l'heure, le cheval de feu qui sera donc le signe cette année. C'est une année particulière, dynamique, parce qu'apparemment le cheval est un animal dynamique. Le feu, en plus, va amener une énergie folle. Donc c'est une année qui s'annonce intense, mais il va falloir quand même rester relativement calme et serein. Et effectivement, comme le cheval, il est très fougueux, donc il explose. Et puis bon, mais avec le feu, c'est vraiment énorme. Donc il faut canaliser cette énergie pour pouvoir ensuite faire arriver à bon port nos projets. Vous, ce soir, quel est le message que vous souhaitez faire passer lors de ce bal déjà, en tant que présidente du Sinitang? On sait que vous avez été élu le mois dernier, vous laisserez le flambeau cette année encore. Quel a été le bilan en fait de cette année et quel message vous souhaitez faire passer à ces membres de la communauté Hakka? Eh bien, c'est de continuer à maintenir, à pérenniser ces festivités, ces traditions. Donc voilà. Et la première chose, en fait, je vais terminer quand même par souhaiter la bonne année à tout le monde. Xin Ngen Khai Lo, Xin Thi Keng Kong, Man Su Yi. Merci beaucoup Aline. Ben voilà, Mika, on vous laisse là-dessus, sur cette très belle citation chinoise, dont je vous laisserai faire la traduction en direct dès maintenant. En attendant, donc ces festivités débutent. Un autre rendez-vous le 17 également février, un festival du cinéma chinois se fera au niveau de la chambre de la Maison de la Culture, excusez-moi, et du Majestic, où des films donc en provenance de Chine seront diffusés pour l'ensemble de la population. Voilà ce que l'on pouvait dire, Mika, en direct donc du temple Khanty. Merci beaucoup Nicolas Pérez et Matei Hurey à la caméra. Avant de clôturer ce journal, le palmarès de la 23e édition du FIFO a été dévoilé à la Maison de la Culture. Le grand prix du jury revient à Before the Moon Falls de Kimberly Basford. Le prix du public récompense Maru de Mathilde Zampieri et Elia Merlot. Et le premier prix spécial jury distingue Emily Cam de Daniel McLean. Les films primés restent accessibles en ligne jusqu'au 22 février. C'est sur ces belles ambiances que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après votre magazine Waves, suivi de la chanson secrète. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.